Est-ce que Poutine va passer l'hiver ? Est-ce que Poutine passera l'hiver ? Je ne suis pas Madame Irma, et en tout cas j'ai oublié ma boule de cristal aujourd'hui, donc je ne peux pas vous répondre. Le Monique Time, Claude Moniquet, bonjour, merci d'être chez nous à SIS. Vous l'avez toujours dit, la Russie finira par perdre cette guerre, mais combien de dégâts fera-t-elle avant de la perdre ? Manifestement beaucoup, parce que la Russie n'aime pas perdre, mais alors soyons prudents, parce qu'effectivement, je pense depuis le 24 février à peu près, que la Russie ne peut pas gagner cette guerre, même militairement, mais enfin, elle ne l'a pas encore perdue. Sa capacité de nuisance reste effectivement, malgré ses multiples défaites, très importante. Alors, Kherson est une ville importante, parce que c'est la première ville d'ailleurs que les Russes avaient pris. Elle vient d'être reprise intacte, elle n'a pas été démolie. Est-ce que c'est étonnant qu'elle est intacte, cette ville ? C'était une ville que les Russes considéraient, c'était leur plus grosse prise, hein, la ville la plus importante dont ils aient pris le contrôle après l'agression du 24 février. Il n'y a pas eu de combat, donc simplement. Je veux dire, il y a eu très peu de combats à l'époque autour de Kherson, donc il n'y a pas eu les destructions qu'on a vues à Mariupol, à Kharkiv. Et très peu de combats maintenant, bizarrement aussi. Et il y a eu à peu près aucun combat maintenant, puisque les Russes se sont repliés, ont traversé le Dniepr et sont allés s'installer sur l'autre rive pour mieux voir les choses et surtout les voir de plus loin, ce qui est un terrible aveu de défaite, parce que je vous rappelle deux choses. Je vous rappelle que quand, en septembre, Vladimir Poutine a signé les décrets d'annexion de territoires, de 4 territoires ukrainiens à la Russie, il a juste quand le pont de Crimée avait sauté, c'était un peu avant. C'était un peu avant. D'accord. Il a juste dit que, il avait justement dit que Kherson était russe et le resterait. Et puis, on a eu droit à toutes les rodomontades et au bras de fer, à tous les dirigeants russes qui roulaient des mécaniques, depuis les militaires jusqu'au sinistre chef de Wagner, même en passant par Poutine, en disant que Kherson serait défendu jusqu'au dernier homme, etc. Kherson n'a pas été défendu jusqu'au dernier homme parce que la position n'était pas tenable et parce que, manifestement, les Russes sont sur une trajectoire descendante. Ils sont en train de perdre cette guerre. Mais on peut imaginer quand même que c'est un accord entre les Ukrainiens et les Russes, que la ville de Kherson a été délaissée sans combat, sans destruction. Il n'y a eu aucun accord, il n'y a eu aucune négociation. Les Russes se sont retirés simplement parce qu'ils ont vu l'effet des armes livrées par l'Occident aux Ukrainiens depuis le mois de mars, depuis le printemps, parce qu'ils ont vu la motivation des combattants ukrainiens, parce qu'aussi probablement il y a un nouveau commandement russe sur le terrain, et pour la première fois depuis le début de la guerre, c'est quelqu'un qui est un vrai général, qui a d'ailleurs un passé assez sinistre en Syrie, mais qui est un vrai général et qui est un vrai militaire, quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui s'est rendu compte qu'il allait perdre à Kherson. Il ne voulait pas perdre à Kherson parce que ça aurait voulu dire que des milliers de soldats russes auraient été faits prisonniers en une seule fois par les Ukrainiens, ce qui aurait été une humiliation totale, donc ils ont préféré se retirer. Parce qu'on a parlé, peut-être à tort, d'un accord entre on se retire tranquillement, on ne vous bombarde pas non plus pendant quelque temps, et chacun reprend des positions pour en découdre plus loin, plus tard. Oui, enfin on dit beaucoup de choses. L'accord, en tout cas, moi je ne l'ai pas vu, personne ne l'a vu. Alors est-ce qu'il y a accord ou pas ? Je ne pense pas, je ne vois pas d'intérêt, je ne vois pas de raison. Mais ça arrange tout le monde quelque part pour l'instant, d'avoir remis des positions qui sont tenables et pour l'un et pour l'autre. Probablement parce qu'en effet, la Russie n'a pas envie de perdre 30 000 hommes. Ça n'arrange pas tellement les Russes, parce que malgré tout, c'est une terrible humiliation. Qu'est-ce qu'on a vu à Kherson ? On a vu qu'une partie de la population relativement minoritaire s'était retirée avant ou avec les troupes russes, que les troupes russes s'étaient retirées. Et puis on a assisté à des scènes avec les Ukrainiens qui étaient restés à Kherson, qui sont des scènes qui évoquent la libération de Bruxelles ou de Paris en 1944, des scènes de joie. On voit bien que la population de Kherson, quoi que disent les Russes, ne considère pas qu'ils sont Russes, ils considèrent qu'ils sont ukrainiens, ils voulaient rester en Ukraine. C'est une humiliation terrible, et d'ailleurs cette humiliation, la Russie l'a fait payer mardi dernier, en bombardant assez sauvagement à nouveau des villes comme Kiev, comme Lviv, comme Kharkiv, d'autres villes encore, une dizaine en tout, avec des missiles, et exclusivement sur des zones résidentielles civiles, ainsi qu'en attestent les images. Et cela à peine quelques heures après que M. Lavrov, au sommet du G20, ait dit que l'Ukraine ne voulait pas négocier réellement, mais que la Russie n'était toujours pas à négocier. On voit ce que vaut la parole russe. Peut-on imaginer maintenant que la bataille va se dérouler dans le Donbass, qui le 24 février était ukrainien, qui maintenant est russe? Est-ce qu'on peut imaginer que les forces ukrainiennes vont attaquer le Donbass, avant peut-être aussi d'attaquer
dans des temps meilleurs, la Crimée? Est-ce que c'est ça le circuit militaire? C'est impossible à dire parce que les Ukrainiens nous ont habitués à une stratégie intelligente et qui reste très très secrète jusqu'au début de sa réalisation. Regardez ce qui s'est passé avec le nord-est puis avec le sud, avec Kherson. On a assisté il y a quelques semaines à une massive offensive dans le nord-est qui a permis de reprendre une partie importante de Donbass, plusieurs milliers de kilomètres carrés. Et puis en fait, après, l'effort principal s'est porté dans le sud-est, sur l'oblast, la région de Kherson. Alors effectivement, la région de Kherson maintenant ouvre la voie à deux possibilités, soit traverser le Dniepr, ça c'est très improbable. Compliqué ça. C'est improbable parce que militairement ce serait du suicide pour le moment. Pour les deux d'ailleurs, que ce soit pour les Russes pour revenir ou pour les Ukrainiens pour attaquer. Donc il reste l'axe du Donbass. Non, il reste l'axe. Kherson c'est aussi la porte d'entrée vers la péninsule de la Crimée. Donc il reste la possibilité d'attaquer la Crimée. Ce qui serait un gros morceau et l'humiliation ultime évidemment pour la Russie, mais de toute façon on n'en est pas là, personne ne sait quel sera le prochain mouvement militaire des Ukrainiens. Donc vous pensez, Claude Moniquet, que ça va peut-être être une période de transition, où on fige les forces, où chacun se replie là où il se sent le plus sûr. Alors est-ce que les négociations peuvent avoir lieu ou on peut mettre une croix dessus tant que Poutine est au Kremlin? Est-ce que, manifestement, on peut imaginer que Zelensky ne parlera plus, puisqu'il l'a dit d'ailleurs, à Poutine? Monsieur Lavrov, ministre des Affaires étrangères, a clairement exprimé au G20 qu'il ne pouvait pas y avoir de négociations, avec un humour. Monsieur Lavrov, vous savez, c'est cet homme qui a toujours l'impression, on a toujours l'impression qu'il tire la gueule, il est triste, il a pas d'appétit, enfin bref, il est pas de bonne humeur. Et pourtant, il a beaucoup d'humour parce qu'il a déclaré que les conditions proposées par les Ukrainiens pour la négociation étaient irréalistes. Quelles sont ces conditions? Les Ukrainiens disent on est prêt à négocier si les troupes russes se retirent des territoires occupés. Ça, c'est pas réaliste. Par contre, la position russe qui est de dire on garde ce qu'on a pris mais on négocie sur le reste, elle est très réaliste. C'est ce que j'appelle de l'humour russe. Il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura pas de négociation pour le moment parce que la partie qui serait la plus demandeuse, clairement, c'est la partie russe, mais les Ukrainiens qui sont sur une trajectoire victorieuse pour le moment, ça peut s'inverser, n'ont aucune intention de leur faire ce cadeau. Que pensez-vous de ce rapprochement entre Joe Biden et le chef suprême du pays peut-être le plus important, la Chine? Xi Jinping a manifestement dit qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il n'y a pas de raison de se friter plus que cela. Est-ce que c'est un désaveu aussi pour Poutine? Depuis le début aussi, je dis que la Chine soutient la Russie comme la corde soutient le pendu. Quelle a été la position chinoise? Elle a été extrêmement prudente. La Chine n'a pas reconnu les annexions de territoire. La Chine a appelé depuis le début à un règlement négocié. La Chine n'a livré non seulement aucune arme, mais aucun composant électronique à la Russie, malgré les demandes pressantes qui avaient été faites par Poutine au sommet de Samarcande. Donc non, la Chine, fondamentalement, ne change pas de position. Elle est opposée à cette guerre. Et la Chine est aussi opposée à cette guerre parce que cette guerre est en train de paralyser, de détruire le commerce mondial. Et que la Chine, comme nous, a besoin du commerce mondial pour vivre et pour se développer. Est-ce que la Chine est épargnée pour l'instant de l'inflation à deux chiffres ou elle risque aussi de subir les mêmes... Non, les choses économiquement vont plutôt mal en Chine, pour d'autres raisons d'ailleurs. Il y a une baisse générale de la demande dans le monde. Or, qui sont les clients de la Chine? C'est pas la Russie, ni l'Afrique, ni d'autres pays. C'est donc les États-Unis et l'Europe. Ce sont les États-Unis et l'Europe, et l'Europe est en début de récession. Deuxième problème pour les Chinois, il y a donc cette récession qui est liée à la guerre en Ukraine, et il y a malheureusement la politique catastrophique que la Chine continue à mener sur la lutte contre le Covid, le zéro Covid, qui est inatteignable et qui fait qu'ils ferment des usines. Ils viennent de fermer, par exemple, la plus grande usine de fabrication de téléphones portables depuis du monde, parce qu'ils veulent absolument... Et ça se rajoute à cette difficulté ukrainienne. L'économie chinoise, pour le moment, n'est pas en bonne position. Donc il serait peut-être temps de calmer les choses Alors la question que je me pose, que tout le monde se pose, est-ce que Poutine va passer l'hiver? C'est comme la stratégie ukrainienne, il est impossible de répondre à cette question. On dit depuis le début que Poutine pourrait être renversé, on ne voit pas très bien par qui. On voit des gens qui sont candidats, certains qui sont plus extrémistes que lui, probablement certains chez les militaires qui partagent son idéologie nationaliste, mais qui sont plus réalistes et qui au contraire voudraient plutôt se désengager de cette guerre qui est une humiliation terrible pour leur armée et parce qu'elle montre sa faiblesse.
Est-ce que Poutine passera l'hiver? Je ne suis pas Madame Irma, et en tout cas j'ai oublié ma boule de cristal aujourd'hui, donc je ne peux pas vous répondre. Voilà, et je crois que personne ne peut aujourd'hui répondre à cette question. Mais c'est pour ça aussi qu'on se retrouvera, Claude Moniquet, le plus vite possible. Le Moniquet Time, c'est toutes les semaines. On adore lire vos commentaires, même si évidemment nous ne sommes pas toujours d'accord. Nous prenons tous les sons de cloche. Et puis n'oubliez pas, SIS est une radio, sisradio.be, et la musique adoucit les mœurs. Donc, à très vite. Merci Claude. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.